Alors, en ce moment, nous travaillons sur le commerce international. Alors, les institutions promouvant le libre-échange. Du GATT à l'OMC. Alors, voyons les principes fondamentaux du GATT et puis de l'OMC. Alors, c'est quoi le GATT? Accord général sur le commerce et les tarifs douaniers. AGTAC en français, comme on devrait le dire. Alors, quel est son but au GATT? Eh bien, c'est de favoriser le libre-échange. Pourquoi? Parce qu'il y a la croyance dans le fait que le libre-échange est source de croissance. Les gens qui ont présidé à l'édification du GATT en 1947 avaient lu, effectivement, Adam Smith et David Ricardo. Il y a une croyance dans le potentiel de croissance lié à l'échange. Donc, la promotion du libre-échange. Inciter les pays à commercer sans entrave entre eux. Pour cela, une règle générale, la baisse des droits de douane. Et je dois dire que le GATT, puis l'OMC, ont très très bien travaillé en la matière, puisque les droits de douane sur les produits industriels sont inférieurs, en moyenne, aujourd'hui, à 5% du prix des produits. En moyenne. Et je vous ai parlé de produits industriels. Ce qui suppose que sur les produits agricoles, ça peut être très très élevé. On sait que l'agriculture aujourd'hui est très protectionniste. Et sur les services, ça peut être aussi extrêmement important. Mais sur le produit industriel, le GATT a vraiment atteint sa mission. On s'engage aussi à supprimer les restrictions quantitatives à l'échange. Quotas et contingentement. Je vous rappelle que ce sont deux mesures phares dans l'arsenal protectionniste, les quotas et les contingentements. La non-discrimination. Très grand principe. Quand on accorde un avantage, je suis membre du GATT, si j'accorde un avantage commercial à un pays, je dois l'accorder à tous les autres. C'est ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée. Et c'est un grand principe d'avancée. Alors, il y a des exceptions qui sont faciles à comprendre. C'est le cas de la constitution de zones de libre-échange. En Europe, nous nous accordons mutuellement l'exemption de droits de douane sur nos produits. Clause de la nation la plus favorisée, si je fais ça, je dois en faire bénéficier tout le monde. Donc, finalement, la zone de libre-échange aboutirait systématiquement au libre commerce de tout. Il existe une exception à cette clause de non-discrimination, c'est précisément les unions douanières. Et il y a un deuxième cas d'exception. Ce sont les aides accordées aux pays en développement. On a des accords, notamment en Europe, avec des pays africains, des pays de ce qu'on appelle aussi de la zone Asie-Pacifique, des pays en développement, pour favoriser leur commerce avec nous. Et donc, on les affranchit de droits de douane quand leurs produits arrivent dans l'Union européenne, au nom du développement, si vous voulez. Évidemment, le principe de non-discrimination ne va pas pouvoir s'appliquer. Parce qu'on l'a bien compris, c'est une mesure exceptionnelle pour aider des pays dans une situation exceptionnelle. Mais le principe est cela, et ça a fait avancer, évidemment, beaucoup de dossiers. Oui, les États-Unis ont accordé le droit d'entrée aux produits chinois en telle manière, sur telle catégorie. Eh bien, les autorités américaines sont obligées d'accorder la même chose aux Japonais, aux Européens et à tout le monde. L'interdiction du dumping, on a parlé du dumping tout à l'heure, donc je vous rappelle, c'est simplement vendre moins cher à l'exportation que sur son marché intérieur. Je vous rappelle que vous pouvez trouver une autre définition de dumping, mais qui n'est pas appliquée au commerce international. Le sens original de dumping, c'est tout simplement vendre moins cher que son coût de production, ce qui est interdit, puisqu'on considère que c'est de la concurrence déloyale. J'ai un coût de production de 100, je vends 50, je ruine mes concurrents. Une fois que mes concurrents sont ruinés, je vends 200. Donc c'est une manière illicite d'éliminer la concurrence. Et forcément, si c'était légal, toutes les grandes entreprises seraient seules sur les marchés. Elles auraient éliminé toute concurrence. Très important,
c'est comment fonctionne le GATT et maintenant l'OMC. Ce sont les principes du multilatéralisme. Qu'est-ce que ça veut dire le multilatéralisme? On ne discute pas deux par deux. On discute tous ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la France propose quelque chose, l'Union européenne aujourd'hui propose quelque chose, elle le propose à l'ensemble de ses partenaires. Donc, les Américains vont en bénéficier, les Japonais vont en bénéficier, les Chinois vont en bénéficier. Et les Japonais, en contrepartie, vont dire, eh bien, vous, Européens, puisque vous me donnez ça, je vous accorde ça. Mais je ne vous l'accorde pas qu'à vous, puisqu'il y a le principe de la nation la plus favorisée. Si je vous accorde ça en contrepartie, je l'accorde aussi aux Américains, aux Chinois, etc. Et les Américains, comme ils ont bénéficié de deux cadeaux, eh bien, ils vont aussi accorder quelque chose à tous les autres. Et c'est comme ça que les négociations se font et que les accords progressent. Le multilatéralisme. C'est un fonctionnement très, très, très original, qui, à ma connaissance, n'existe pas dans les autres institutions internationales. Hein, où on vote, où... Là, on avance ensemble de concert. Hein. Et alors, ce que je vous disais, c'est comme le dossier aujourd'hui des négociations de l'OMC est très largement bloqué, eh bien, se développent des accords bilatéraux entre pays en dehors du GATT. Et ça, c'est gravissime, parce que demain, quand le dialogue va reprendre au sein de l'OMC, que vont devenir ces accords bilatéraux? Est-ce que ces accords bilatéraux ne vont pas être des entraves au développement du libre-échange dans le futur? Fonctionnement par cycle de négociation, hein, ce qu'avant l'OMC on appelait enfin même après l'OMC d'ailleurs, on appelle des rounds, comme à la boxe. Et donc, en ce moment, nous sommes sur le Doha Round. Donc, Doha, c'est la capitale du Qatar, je crois, hein, et ça a donc été décidé à la fin du XXe siècle au Qatar, avec chaque cycle de négociation a un programme. Voilà, on doit s'entendre sur tel sujet. Mais auparavant, il y avait eu le Nixon Round, il y avait eu le Tokyo Round, et il y avait surtout le dernier round du GATT, qui s'appelait l'Uruguay Round. Hein, et finalement, le Doha Round d'aujourd'hui est la poursuite de cet Uruguay Round, parce que là, on parle d'autre chose que des activités industrielles. Enfin, on a mis le dossier agricole et des services sur la table. Et c'est ça qui nous pose un immense problème. Donc, retenez ce principe, multilatéralisme, tout le monde discute ensemble pour accorder des avantages à tous les autres, et il y a des thèmes de négociation par cycle. Hein, on dit voilà, on a 5 ans, 6 ans, 8 ans pour boucler le cycle de négociation sur tel thème.